Là sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin un des plus grands chefs du monde, Yannick Aleno, parce qu'un très beau documentaire pour M6 vous est consacré. Ce doc est intitulé La Traversée. C'est vous qui avez choisi ce titre d'ailleurs ou pas, Yannick? Je n'ai absolument rien choisi. Non. Ni les images, ni Frédéric Guelaf, donc le réalisateur, est resté en immersion pendant presque 4 ans il voulait faire dans la maison quelque chose. Il voulait pas sortir de la maison, il voulait rester dans les murs. Et c'est ce qui rend un peu le documentaire, en tout cas ce film, j'ai pas envie de dire documentaire, ce film unique. C'est très très beau effectivement. Et alors la traversée, c'est celle des épreuves, notamment celle du Covid, parce qu'en fait dans ce doc on vous suit dans votre quotidien de chef de 2019 à 2023 au sein du pavillon Le Doyen, une institution de la gastronomie située près des Champs-Élysées. Donc c'est vraiment au cœur de Paris, un lieu que vous avez repris, entièrement refait parce que c'était tombé dans un sale état. C'est ça, au début du doc on dit tout est pourri. Je sais pas si sale état, c'est le mot qui conviendrait. Mais enfin en tout cas c'était vraiment délabré, ouais. Et il a fallu tout remonter. Et moi, je voulais être indépendant, donc je n'ai pas d'actionnaire, donc on a travaillé. C'est notre travail qui a rémunéré toute la réfection du bâtiment. Parce que vous dites en même temps que vous aviez pas d'argent. Donc comment vous avez non, fait? mais on en gagne de l'argent en travaillant. Je veux dire, c'est le principe, c'est le principe de base. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui on essaye de le faire oublier, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et petit à petit, on a essayé d'économiser, on a essayé d'être gestionnaire, on a essayé d'être commerçant, on a essayé d'être créatif, et on a surtout emmené. J'ai la chance d'avoir une équipe incroyable, et toute cette équipe, on est allé en haut très rapidement en fait, ensemble. Très vite, parce que vous étiez fixé un tout petit objectif tout simple, monter dans ce pavillon 3 restaurants et en faire le lieu le plus étoilé du monde. C'était ça votre but dès le départ? Alors, je n'avais pas l'objectif forcément de faire le plus étoilé du monde. En tout cas, quand on a un bâtiment de 3000 m², que les loyers sont ce qu'ils sont, vous avez intérêt à être malin. Et donc, moi j'ai des réflexes hôteliers parce que j'ai grandi et dirigé des hôtels. L'idée, c'est quand vous avez des lieux qui n'ont pas vocation à être commercialisables, en fait, c'est de les rendre commercialisables et de créer comme ça des pôles attractifs pour la clientèle. Le dernier en date, ça a été le comptoir gastronomique, le pavillon, donc avec un grec au centre. Et ce comptoir, il a finalement rattaché le bâtiment à la ville. Un 3 étoiles, c'est beau, c'est magnifique, mais c'est très excluant. 2% de la population française peut se payer ça régulièrement. Donc, c'est pas ça qui rend l'endroit populaire. Après, on a fait le restaurant japonais. 2 étoiles au guide Michelin très rapidement aussi. Mais j'adore le Japon. Moi, mon premier voyage a été en 1988 pour le Japon. J'avais 18 ans. Et je suis en fascination avec ce pays. C'est un pays de contradictions extraordinaire. Donc j'ai été chercher un des meilleurs maîtres sushi et on a fait une rencontre, et la cuisine qu'on y sert ici, c'est vraiment la rencontre entre deux chefs avec une cuisine très particulière. Et donc le 27 janvier 2020, cérémonie des étoiles Michelin, vous recevez donc 6 étoiles au total pour vos 3 restaurants. Ça devient donc le lieu le plus étoilé du monde. On se dit c'est bon, il a réussi, mais vous dites non, c'est que le début. Sauf que à peine 3 mois plus tard, 17 mars 2020, crise du Covid, fermeture de tous les restaurants, on vide les frigos et là on vous sent vraiment effondré pour la première fois d'ailleurs dans ce documentaire. Vous arrêtez de vous raser d'ailleurs et je crois que vous avez comme vraiment ce matin. J'ai pas eu le temps ce matin. Vous avez eu peur de l'avenir à ce moment-là? Bah, c'est très perturbant. Enfin, moi, depuis l'âge de 15 ans, je travaille, donc je ne sais pas ne pas travailler. Et quand on vous force à vous arrêter, ça fait un choc, quoi. Et puis après, on se demande ce que ça va devenir, parce que, alors, moi, je crois qu'il faut aussi saluer ce qui s'est passé en France, puisque je me compare à d'autres pays, et moi, je voudrais remercier aussi le gouvernement qui nous a quand même énormément soutenus. Dans ces cas-là, malgré qu'une fine, on a perdu 2 millions d'euros, donc quand même. On vient juste de recouvrir les pertes qu'on a eues pendant le Covid. Et vous étiez pas pour, au départ, quand votre équipe vous propose de faire de la livraison à domicile, vous ne voulez pas faire à manger dans des assiettes en carton, ce que vous dites? Ouais, non, je crois que non, c'était pas mon truc. Franchement, on y passe tellement d'efforts et tout. Puis à force, on y est allé parce qu'il fallait effectivement déjà occuper tout le monde. Parce que c'était un cauchemar, je les appelais tous les jours, ils étaient tous perdus comme nous tous, parce que nous, on travaille le matin, on se pose pas la question, on est bien ensemble, c'est un univers particulier, la cuisine, et de se retrouver là, effectivement, sans contact même, sans contact, sans regard, parce qu'un service, ça se passe aussi par je pense que sur un terrain de football, on regarde, on passe le ballon, c'est un peu le même esprit, et du coup, ça manquait beaucoup, Ça a été une période très compliquée.
Et c'est toute cette traversée du Covid, la difficulté de la réouverture aussi que raconte ce doc, sans aucun commentaire, hein, mais avec de très belles images. Et puis on voit votre ambition, votre exigence, la pression aussi que vous mettez à tous ceux qui sont autour de vous. Et encore, j'imagine que tout peut pas être montré dans un doc comme celui-là. Vous aviez un droit de regard sur les images? Écoutez, non, j'ai fait vraiment confiance à Frédéric. Enfin, ce qu'il a montré, c'est la vérité de ce qui se passe dans cette maison. Moi, je crois que plutôt que de pression, je dirais plutôt de la tension. C'est plutôt le mot qui est adéquat. On met pas de pression, on met plutôt de la tension. Il faut souvent on dit la cuisine, etc. Je crois que c'est un métier d'exigence. On dit que c'est très dur. Oui, c'est dur au sens où on travaille quand les autres s'amusent. Ça, c'est un truc. Faut en prendre conscience. Je sais pas qui c'est qui travaillait hier. Moi, j'y étais. Mes gars aussi d'ailleurs. C'est dur au sens. Moi, j'ai jamais vu ça comme une difficulté en fait. Comme je suis un passionné de ça, j'ai jamais. Ma mère me disait quand j'étais gamin, tu rentrais avec les pieds ensemble, et je repartais le lendemain matin parce que c'est ce qui me plaisait quoi. Ouais. Donc c'est un métier aussi qui permet énormément de choses à des mecs comme moi. Moi, je suis né en banlieue, j'ai même pas mon brevet des collèges, vous voyez. Et aujourd'hui, je vous parle. Et on a monté tout ça. Donc c'est, je pense, un des seuls métiers qui vous permet de voyager, de rencontrer les plus grands de la planète. J'ai encore, la dernière fois, servi le roi d'Angleterre. C'est pas permis à tout le monde, Yannick Aleno. Vous avez un talent quand même, un talent de la créativité. Vous êtes quand même. J'ai eu de la chance, certainement un don, mais après, je pense que c'est aussi quand on veut faire des choses avec ce métier-là, on peut partir de l'autre côté du monde. On peut vraiment voir plein de choses. C'est impressionnant. Et un réseau international, d'ailleurs, quand on est cuisinier, même pas forcément grand chef, vous avez de quoi trouver quelqu'un qui va vous aider n'importe où dans la planète. C'est assez hallucinant. Et aujourd'hui, vous montez des restaurants un peu partout, à Londres, à Dubaï. Vous êtes en train de vous étendre petit à petit. On a commencé déjà à s'étendre depuis un moment, mais on a fait beaucoup d'erreurs de développement. On a essayé de rectifier. C'est un métier c'est l'entreprise, l'entrepreneuriat et le problème que j'ai, c'est que je me satisfais jamais de mes journées, donc il faut que j'en rajoute toujours des couches pour réussir à me satisfaire intellectuellement aussi, parce que ça fait, c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est déjà de pousser les jeunes vers cette excellence. Ouais. Michelin nous a m'a remis le prix du chef mentor, et ça j'en suis très fier, parce j'ai formé pas loin de 100 chefs avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, et 40 sont étoilés de 1 à 3. Donc c'est-à-dire que le système fonctionne, l'avenir de la cuisine est aussi passe par nos écoles. Et vous dites d'ailleurs à un moment dans ce documentaire que vous voulez rester en contact quand même avec la cuisine. On vous voit régulièrement d'ailleurs au fourneau. C'est le risque quand on devient entrepreneur comme vous, avec de nombreux restaurants, de se faire un peu bouffer par le quotidien du chef d'entreprise petit à petit. Vous le ressentez ça ? Bon, alors déjà, non, je crois qu'il faut être capable, si on a la chance d'être bien entouré. Moi, j'ai mon directeur général, ma directrice des ressources humaines, mon directeur financier. Enfin, j'ai des gens autour de moi depuis très longtemps et qui font un travail remarquable. Ce qui me laisse le temps, justement, de pas faire ce genre de truc que je déteste faire d'ailleurs. La gestion. Non, je sais compter, mais j'aime pas faire. Donc, et en fait, la gestion, c'est juste une vision, je crois, une vision commerciale. À partir du moment où le commerce fonctionne. Bon, ce qui a géré, voilà. Vous voyez, là, on vient de sortir un navet, ça fait 1 mois et demi qu'on travaille dessus, avant d'arriver à avoir le résultat que je voulais. Donc, on se rend, non, mais c'est ouf. Et je l'ai goûté la semaine dernière, et je suis ça y est. Mais ça a été 24 heures de cuisson, de séchage, on le cuit avec des petits bonbons berlingots. Alors justement, là, on met un peu dessus parce que le navet me le réclamait. Et on a sorti, je crois, un plat qui est complètement singulier et unique. C'est ce qui fait les 3 étoiles. Mais on vous voit travailler dans le documentaire pendant des heures. On vous voit travailler sur des fruits confits, par exemple, et vous les avez révolutionnés, ces fruits confits. Avec très peu de sucre. C'est de la minutie, hein. C'est assez exceptionnel, tout ce qu'on voit dans ce documentaire, La Traversée, qui va sortir en juin prochain, m'avez-vous dit, sur M6. Je crois. On peut également citer votre dernier livre, Prunier, par Aleno, qui est disponible aux éditions de l'ENA. On va revenir sur votre parcours, votre histoire, Yannick Aleno, dans un instant.